Voilà, je vous propose de débuter notre audition. S'il vous plaît, mesdames. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Dominique Schelcher, qui est président directeur général de Coopérative U Group, qui s'appelait Système U jusqu'en 2024. Votre groupe a en effet souhaité prendre un nom qui soit plus en adéquation avec le modèle coopératif qui est au cœur de son histoire. Monsieur Schelcher, vous avez commencé votre carrière comme responsable marketing du quotidien L'Alsace, puis en 1998, vous êtes devenu le propriétaire du supermarché Super U de Fessenheim, avant de vous voir confier en 2009 la direction de la région Est pour tout le système U. Enfin, en 2018, vous avez été élu président directeur général du groupe. Je précise que vous avez déclaré le mois dernier être candidat à un nouveau mandat de 6 ans à la tête du groupe Coopérative U. Vous êtes parallèlement depuis 10 ans membre du bureau de la Fédération du commerce et de la distribution. Votre rôle dans cette organisation vous donne une vision assez globale des enjeux, ce qui est pour nous très précieux. Votre audition s'inscrit dans le cadre de nos travaux sur les lois Egalim et la filière de la distribution en France, un secteur essentiel à l'économie nationale et au quotidien des Français. Vous avez en tant qu'acteur de la distribution un rôle clé, celui de garantir aux consommateurs un accès à des produits de qualité au juste prix, tout en soutenant autant que possible des producteurs, le cas échéant, locaux. Avec 12% des parts de marché en 2024 et 1726 points de vente dans 14 pays, vous représentez le 4e distributeur alimentaire français, derrière les groupes Leclerc, les Mousquetaires et Carrefour, mais vous êtes parfois classé au 3e rang selon le mode de calcul retenu. Vous nous expliquerez, Monsieur le Président, l'état dans lequel se trouve la filière de la distribution, en faisant aussi un focus sur votre groupe et en partageant avec nous les données les plus actualisées. Coopérative U est un acteur singulier. Il est né, cher Philippe Grosvalet, en 1894 à Savenay, en Loire-Atlantique, lorsqu'un épicier, Auguste Juel, décide de fédérer quelques commerçants du pays nantais et crée l'une des premières sociétés d'achat en commun entre épiciers détaillants, le pain quotidien. En 1920, l'association regroupait 300 épiciers affiliés et un siècle plus tard, fédérés autour d'une centrale nationale basée à Rungis et de 4 centrales régionales, le groupe Coopérative U compte 1500 associés. Il rassemble les enseignes Hyper U, Super U, U Express, anciennement Marché U, et Utile, un réseau de magasins de proximité présents aussi bien dans le milieu urbain que dans les communes rurales. Vous pourrez revenir, Monsieur le Président, sur votre organisation avec vos centrales régionales qui, elles-mêmes regroupées en une seule structure baptisée U-Enseigne. J'ai relevé que vous vous appuyez sur un pôle international, U-Centrale Export. Pouvez-vous nous indiquer le rôle précis joué par cette centrale? Les groupes de la distribution sont souvent accusés de contourner les lois Egalim via des centrales d'achat basées à l'étranger. Qu'en est-il de votre groupe? Concernant les lois Egalim, justement, elles ont été mises en place avec pour objectif de mieux rémunérer nos agriculteurs et de répartir plus équitablement la valeur au sein des filières agroalimentaires. Quel bilan tirez-vous, Monsieur le Président, des lois Egalim? Ont-elles permis d'améliorer le revenu des agriculteurs? Comment garantir, selon vous, un juste équilibre entre la rémunération des producteurs et le pouvoir d'achat des consommateurs? Enfin, constatez-vous des effets inflationnistes sur certains produits et si oui, lesquels? Mes collègues,
spécialistes, je vous le disais à l'instant, Anne-Catherine Loisier et Daniel Gremillet, que je salue pour le travail qu'ils accomplissent de façon permanente et régulière, et qui sont chargés du suivi des lois Egalim, ne manqueront pas bien sûr de vous interroger plus spécifiquement sur les difficultés d'application de ces lois, ainsi que sur de nouvelles initiatives législatives en la matière. Par ailleurs, vous savez, Monsieur le Président, que les ménages français ont vu leur pouvoir d'achat mis à rude épreuve ces dernières années avec l'inflation des produits alimentaires, ce qui les a conduits à réduire leur consommation. C'est historique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment faire face à des risques géopolitiques croissants? Votre modèle coopératif, qui repose sur l'indépendance des commerçants et la proximité avec les territoires, peut-il être une réponse durable à tous ces défis? Voilà, Monsieur le Président, quelques-unes des questions que je souhaitais vous soumettre et que nos rapporteurs, mais également l'ensemble des membres de la Commission, ne manqueront pas de compléter après votre intervention. Avant de vous céder la parole, je rappelle que votre audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée sur le site du Sénat. Voilà, Monsieur le Président, je vous laisse très volontiers la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui devant cette commission. Et avant toute chose, je voudrais vous présenter en quelques mots Coopérative U, même si vous l'avez déjà très bien fait. Alors, donc, c'est effectivement l'histoire d'une coopérative de commerçants indépendants née il y a 130 ans, et je confirme, c'était à Savenay, en Loire-Atlantique, et qui s'est développée jusqu'à devenir effectivement le 4e acteur de la distribution en France. Nos 1200 associés sont propriétaires de leurs magasins, souvent familiales, qu'ils exploitent eux-mêmes dans des territoires majoritairement ruraux et les villes moyennes où ils résident parfois depuis leur naissance. Au total, nous formons un réseau de 1800 magasins de tout format aux enseignes qui ont été citées à l'instant. 75 000 collaborateurs y travaillent chaque jour partout en France. Ce sont quelques dizaines de personnes par magasin, une centaine dans les supermarchés et jusqu'à 300 dans les hypermarchés. Nous avons une soixantaine d'hypermarchés à taille humaine qui font en moyenne 6 000 mètres carrés et qui ne sont pas touchés par la désaffection des grands hypermarchés. Nous nous appelons associés car nous possédons et partageons des outils en commun. Chacun est indépendant, mais nous faisons des choses ensemble, comme l'informatique, la logistique évidemment, et bien sûr acheter ensemble. Nous sommes fiers de nos produits à notre marque U, qui porte particulièrement nos engagements pour la souveraineté de la France, agricole et industrielle. 77% sont fabriqués par des TPE, PME françaises, majoritairement avec des matières premières françaises. Nous sommes donc un gros client de la ferme France. Nous sommes tous associés aussi dans une gouvernance moderne et démocratique et associés au pilotage stratégique et opérationnel de la coopérative. Si je prends mon exemple, j'exploite donc le Super U de Fessenheim en Alsace, que mes parents ont créé dans les années 70, et j'ai en parallèle pris des responsabilités au sein de Coopérative U Est d'abord, comme administrateur puis président, avant de devenir PDG national. Vous et moi partageons donc un emploi du temps assez similaire, la semaine à Paris ou en déplacement, et les vendredis et week-ends dans nos territoires. Vous à battre le pavé à travers vos circonscriptions respectives, moi à marteler le carrelage de mon propre supermarché avec mes salariés et mes clients de proximité que je revois tous les vendredis et tous les samedis. Être chaque semaine dans mon magasin, c'est aussi être chaque semaine au contact de mes collaborateurs et de mes clients qui m'interpellent et m'expriment leurs doutes, leurs mécontentements, leurs espoirs aussi parfois. Et ce qu'ils ne peuvent pas dire, leur caddie le dit pour eux. Cette double lecture humaine et statistique, c'est ce qui confère aux commerçants une vision singulière et parfois négligée dans ce pays de l'état de la société et des préoccupations de nos concitoyens. Aussi, je peux vous l'affirmer sans l'ombre d'un doute, les Français n'ont pas encore digéré l'importante poussée inflationniste de ces 40 dernières années, la plus importante. On pourrait presque parler d'un syndrome de stress post-inflationniste chez les Français. Le combat contre l'inflation sera gagné lorsqu'elle ne hantera plus les esprits. Or, le ralentissement de l'inflation est une donnée macroéconomique qui mettra du temps à se faire sentir dans la réalité quotidienne des Français. Une très large proportion des consommateurs s'inscrit toujours dans une logique d'arbitrage très forte. Une majorité se recentre sur les achats essentiels.
restreignant les petits plaisirs, limitant les quantités et, pour certains, sacrifiant tout ce qui est perçu comme non essentiel. En 2024, l'INSEE annonçait une nouvelle baisse de la consommation alimentaire des ménages de moins 1,7% après celle de moins 3,5% en 2023. Il y a même une sorte d'effet cumulatif. Certes, l'inflation ralentit, mais les Français font face au cumul de tout ce qui a augmenté. Et c'est ce dont ils nous parlent vraiment tout le temps. Ce phénomène de déconsommation individuelle soulève deux enjeux publics. D'abord, un enjeu de finances publiques. La consommation des ménages pèse 55% du PIB français. Elle est tout à la fois la première contributrice à la richesse nationale et le parfait thermomètre de la santé économique du pays. Des concitoyens qui épargnent, pour ceux qui le peuvent, et c'est une minorité, on dit toujours oui les Français épargnent, mais ce n'est pas la majorité, plus qu'ils ne dépensent. Des entreprises qui provisionnent plus qu'elles n'investissent, c'est le signe d'un sentiment de perte de confiance. Cet immobilisme n'est pas tenable. L'économie, comme le cycliste, ne peut pas faire du surplace trop longtemps au risque de chuter. Il faudrait au moins que cette épargne serve à la souveraineté de la France. Le second enjeu, c'est celui de la santé publique. Les ventes de fruits et légumes frais ont reculé de 2% en volume selon Interfel, l'interprofession de la filière dont j'ai encore rencontré le nouveau président lors du dernier salon de l'agriculture. Cela correspond à moins 24 kilos de fruits et légumes par an et par ménage entre 2020 et 2024. Les rayons des métiers frais traditionnels, la viande, le poisson, les produits bio sont en effet ceux qui ont souffert le plus fortement des nouvelles habitudes de consommation des Français dans un contexte d'inflation. Les moins de 25 ans ont proportionnellement plus souvent déserté ces rayons frais, ce qui fait craindre à long terme des conséquences durables. Chez U, par contre, nous progressons partout, y compris sur le bio, y compris sur les rayons frais, en valeur et en volume. Sur un marché que vous aurez compris difficile, U se porte bien car nous ne cessons d'investir et de nous remettre en cause en restant à l'écoute de nos clients. C'est le fruit de notre combat continu depuis 5 ans pour accompagner les Français et protéger leur pouvoir d'achat face à l'inflation, pour favoriser le bien manger même durant cette période difficile. U est la seule enseigne à avoir maintenu, jusqu'à aujourd'hui, encore un panier de 150 produits à prix coûtant, dit panier anti-inflation, sur lequel nous ne prenons rien de plus que la marge légale, tout comme nous soutenons les producteurs locaux, vous y avez fait allusion, Madame la Présidente, en proposant leurs produits plus que d'autres dans nos magasins. Cette part de produits locaux et régionaux représente jusqu'à 20% de l'activité. Car la fin de l'inflation, ce n'est pas encore la déflation. La redescente n'est pas encore au programme de l'étape, mais on a atteint le sommet du col inflationniste. Les négociations commerciales qui se sont achevées le 1er mars dernier le confirment. Il y aura des hausses, il y aura des baisses, et au final, une inflation faible sur l'alimentaire, en phase avec les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France. C'est une bonne nouvelle après plus de 20% de hausse sur 2 ans dans l'alimentaire. Sur la forme, vous avez certainement beaucoup entendu dire que ces négociations commerciales ont été particulièrement tendues. Je serai plus nuancé. Elles se sont bien passées avec les industriels qui, comme nous, sont conscients des contraintes budgétaires des Français et conscients de la nécessité de relancer la consommation. Elles ont été beaucoup plus difficiles avec ceux, notamment les grandes multinationales, qui ne sont pas basées en France et qui se préoccupent plus de tableaux de résultats que de ce que les Français mettent sur leur table. Ces grands acteurs semblent être éloignés et ne pas ressentir les préoccupations des consommateurs finaux, en tout cas certains d'entre eux. C'est pour nous une véritable préoccupation. Oui, nous avons alerté et négocié contre des hausses injustifiées et inacceptables pour des consommateurs que nous voyons toutes les semaines faire leurs courses à l'euro près. Et cet euro près, c'est au 15 du mois. Dans le temps, c'était le 25 du mois. Aujourd'hui, c'est au 15 du mois. Défendre le pouvoir d'achat des Français, c'est notre métier. Et je pense pouvoir dire avec fierté que tout le secteur a été au rendez-vous dans la tempête inflationniste sur l'alimentaire. Cette mission, nous l'exerçons dans un strict respect des lois Egalim, car s'assurer de la juste rémunération des agriculteurs, c'est aussi notre responsabilité et notre volonté.
En tant que président d'une coopérative dont 50% des magasins sont implantés dans des territoires de moins de 5000 habitants, je ne laisserai jamais personne insinuer qu'UU ne respecterait pas les lois de protection du revenu agricole. Dans la dernière ligne droite des négociations, les propos de certains syndicats d'industriels ont dépassé vraiment les bornes par leur caractère méprisant et mensonger à l'égard de notre métier et de tous les gens qui y travaillent. Ils ont des motifs de mécontentement, nous avons les nôtres, et force est de constater que nous nous retrouvons pour dire que les règles de négociation sont imparfaites. Eh bien, chiche, changeons-les. Je plaide donc pour un Egalim 4 qui achève de renforcer dans la durée un système alimentaire plus équilibré et plus souverain. Chez UU, l'engagement dans Egalim est un héritage. Mon prédécesseur, Serge Papin, a beaucoup œuvré pour les travaux préparatoires de la première loi. Pour nous, les associés UU, qui sommes des entrepreneurs de nos territoires, les agriculteurs sont tout à la fois des partenaires, des clients et des voisins. Nous avons en commun la passion de nos terroirs, la fierté de nos spécialités régionales. Les 3 premières lois Egalim ont indéniablement permis un certain nombre de progrès. Mais le revenu des agriculteurs n'est pas encore pleinement au rendez-vous et le contexte s'est profondément durci. Le pouvoir d'achat des Français est plus fragile qu'il ne l'était en 2018 et nous entrons dans une ère géopolitique plus instable, sans compter le Covid, la guerre en Ukraine, qui ont bouleversé bien des équilibres. La menace de Donald Trump d'augmenter à 25% les droits de douane sur certains produits agricoles nous le prouve encore. C'est collectivement que nous trouverons la réponse à cette équation qui s'impose à nous. Les propositions de UU reposent sur 2 piliers, le bon sens et plus de transparence, et nous pourrons y revenir en détail si vous le souhaitez tout à l'heure. Et puisque nous parlons transparence, permettez-moi d'être complètement transparent en concluant mon propos sur ce qu'est aujourd'hui le quotidien d'un entrepreneur du commerce en France. C'est un quotidien bien souvent passionnant, et c'est ma vie de tous les jours, et je la vis vraiment avec passion, mais de plus en plus étouffant, ou plutôt devrais-je dire étouffé. Étouffé, vous le savez, par trop de bureaucratisation. Jusqu'à une certaine dose, les normes protègent, à l'excès, elles étouffent. En Europe et en France particulièrement, on a franchi parfois le seuil de l'excès. D'autres avant moi vous l'ont dit ici. Enfin, les agriculteurs aussi l'ont dénoncé avec leur colère l'année dernière. Et les Français aussi s'en rendent compte, et j'en veux pour preuve le baromètre des territoires d'Elab et de l'Institut Montaigne. Alors que les Français comptent de plus en plus sur l'entreprise pour améliorer la société, 56% d'entre eux estiment que c'est difficile d'entreprendre en France. Entreprendre en France, c'est difficile, oui, parce que l'hyperbureaucratisation nous plonge dans un océan de complexité et souvent aussi de perplexité. Laissez-moi vous donner un exemple avec un produit de tous les jours, le chocolat. Un bonheur pour les papilles, mais croyez-moi, un véritable casse-tête fiscal. Après le château et le procès, Kafka aurait pu écrire le chocolat, qui compte pas moins de 10 catégories fiscales sur son taux de TVA. Le chocolat noir est considéré comme un produit de première nécessité, donc il est soumis à un taux de 5,5% réduit, sauf s'il est fourré. Là, on repasse à 20% comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc, sauf s'il s'agit d'un chocolat au lait destiné à être fondu pour l'utiliser dans les pâtisseries. Dans ce cas, on repasse à 5,5%. Sauf si c'est un bonbon de chocolat, donc s'il s'avale en une bouchée. Une bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Mais attention, si et seulement si le chocolat représente 25% du poids total du produit. Bref, je m'arrête là pour ne pas définitivement vous couper l'appétit. On marche un peu sur la tête et on ne sait plus comment le dire, on subit. Autre exemple. On nous oblige en quelques années à couvrir tous nos parkings de cellules photovoltaïques d'ici 2026, voire 2028. C'est évidemment une très bonne idée pour rentrer dans la trajectoire durable de la France. Sauf qu'il n'y a même pas de filière française ou européenne à solliciter pour faire marcher notre économie. Nous avons demandé un délai par rapport à ça que nous n'avons pas obtenu. Donc la loi va bénéficier directement à la Chine. Là-dessus, on marche sur la tête et on ne sait plus comment le dire, on subit. Entreprendre, c'est difficile aussi parce qu'appréhender cette complexité demande du temps, beaucoup trop de temps. Le développement, chez nous, dans notre métier, est devenu un véritable combat de longue haleine.
J'ai inauguré il y a quelques jours un Super U à la Ferté-Saint-Aubin en Sologne. Il a fallu 13 ans pour aboutir entre la première idée et son ouverture. 13 ans pour un supermarché de taille modeste, 2000 mètres carrés. Et croyez-moi, cette situation n'a rien d'une exception. Encore une fois, on marche un peu sur la tête. Et cette complexité administrative, c'est aussi un coût très élevé même. Cela coûte très cher à l'État, 60 milliards d'euros, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bercy. Cela coûte cher aux travailleurs, les cotisations patronales parmi les plus élevées d'Europe engendrent un écart souvent incompris entre le montant brut versé par l'employeur et le salaire net reçu par les collaborateurs. Et cela coûte évidemment très cher aux entreprises françaises soumises au niveau de prélèvement obligatoire le plus important d'Europe. C'est vrai pour toutes les entreprises, c'est encore plus vrai pour le commerce. Les impôts sur la production et les bénéfices rapportés aux résultats d'exploitation s'élèvent à 67% pour le commerce contre 44% en moyenne pour le reste de l'économie. Au total, ce sont plus de 100 impôts et taxes auxquels nous sommes soumis et autant de règles différentes à comprendre et à appliquer, par exemple. Voilà. Il faut pourtant que nous avancions sur tous ces sujets, car le monde, lui, continue d'évoluer. Et au regard de la récomposition à l'œuvre dans notre secteur, qui est intense, hein, vous le suivez dans l'actualité, nous avons aussi des investissements à opérer. Nous devons être rentables et compétitifs pour rester dans la course. Les déboires de plusieurs grandes enseignes nous le rappellent. Et les investissements logistiques, de décarbonation, notre trajectoire carbone chez U est ambitieuse, d'intelligence artificielle sont nombreux et majeurs. Je n'ai pas à vous rappeler non plus la concurrence d'art discounters venus de l'étranger, comme Action, qui possède déjà plus de 800 magasins en France et qui n'est pas soumis aux mêmes règles, ou des acteurs du numérique comme Temu, Shine, Amazon, qui prennent des parts de marché dans un modèle économique complètement différent. Vous l'aurez compris, il y a urgence. Urgence à simplifier certains cadres, urgence à libérer les entreprises françaises de certains points anti-compétitivité qui entravent chacune de leurs tentatives d'aller de l'avant. Urgence à accélérer, poursuivre non pas la route, mais simplement le rythme de grandes puissances qui, de part et d'autre de la planète, sont lancées dans une course effrénée à l'innovation et à la souveraineté. Mais s'il y a une urgence, ce n'est évidemment pas trop tard. Le déclin n'est jamais certain, surtout pour un pays riche en ressources et talents comme la France, intégré au cœur d'un continent qui est le plus grand marché du monde. Nous avons encore le temps de redresser la barre et de mettre le cap sur notre compétitivité économique et notre souveraineté. Faisons confiance et simplifions drastiquement. Par exemple, nous on propose que pour tout nouveau caractère inscrit dans la loi, on en supprime 2, 3 ou peut-être 4. Sinon, ça va être difficile. Je pense qu'il n'est pas inutile enfin de le rappeler dans un moment où nos compatriotes n'entendent parler que de crise et de déclin, de guerre, que je ressens évidemment différemment en étant moi-même frontalier au bord de la frontière allemande. Nous sommes en passe de sortir de la spirale inflationniste. Attaquons-nous maintenant à la spirale parfois décliniste dont les Français témoignent. Les ingrédients sont les mêmes, de la volonté, la mobilisation des entreprises, vous pouvez compter sur la nôtre, une attention pour nos compatriotes, notamment pour les plus modestes. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs, et à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation. Je ne sais pas si on mangera tous le chocolat de la même façon maintenant, mais en tout cas, c'était très édifiant. Donc, je vais laisser la parole sans plus tarder à nos rapporteurs qui suivent ces sujets depuis très longtemps. Et donc, on va commencer avec Anne-Catherine Loisier et ensuite Daniel Grémillet, qui buvez vos paroles, en tout cas, parce que Daniel, souvent, sur l'équipement des panneaux photovoltaïques, Daniel Grémillet a souvent plus qu'alerté là-dessus. Et donc, je pense que par rapport à ce que vous avez dit, il était complètement en phase. Anne-Catherine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Directeur Général. Donc ravi de vous entendre. Vous savez, on est effectivement aujourd'hui en examen de la proposition de loi Egalim, en fait, qui porte sur le SRP et l'encadrement des promotions. Donc moi, je me concentrerai plutôt sur
ce contexte. Néanmoins, je voulais vous dire en introduction que bien sûr, on partage votre point de vue sur la difficulté aujourd'hui et les contraintes qui sont celles de nos entrepreneurs et ces normes. Néanmoins, dans le secteur qui nous concerne, enfin, je veux dire, les lois Egalim, elles sont venues à la base parce qu'il y a une très mauvaise entente en France entre les maillons de la filière et notamment entre les industriels et les distributeurs. Et nous, législateurs, nous n'interviendrions pas dans vos relations si ça se passait, je dirais, comme ça se passe entre guillemets chez la plupart de nos voisins, où la négociation des prix se fait dans un cadre, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais en tout cas, qui se traduit par une ambiance beaucoup plus sereine. Donc voilà, le législateur, il répond aussi à des tensions qui sont propres sur le territoire. Et aujourd'hui, malheureusement, 6 ans après la première loi Egalim, comme vous l'avez dit, on constate que ces tensions, elles existent toujours. Et nous, notre incompréhension, vous parliez de votre incompréhension, mais nous, notre incompréhension, elle réside surtout dans cette réalité-là. Et effectivement, les retours que nous avons sur les négociations 2025, c'est qu'elles sont les pires. Alors, chaque année, ce sont les pires. Elles sont pires que les précédentes. Mais je dirais que cette année, l'argument, il est quand même lié à la concentration des distributeurs et à ce que certains appellent d'ores et déjà une situation d'oligopole avec la concentration entre Auchan, Intermarché, Carrefour. Voilà. Donc vous êtes sortis de cette centrale d'achat l'année dernière. Pourquoi vous en êtes-vous retiré? Et du coup, comment allez-vous faire? Allez-vous tenir, entre guillemets, isolé ou allez-vous réintégrer une centrale d'achat? Comment analysez-vous ces concentrations? Est-ce que, à votre avis, elles sont de bon augure pour un climat plus serein et une meilleure rémunération dans l'ensemble des acteurs de la filière et notamment donc des producteurs, dans un contexte où un certain nombre d'industriels nous soulignent aujourd'hui que c'est pratiquement 30% de leur part de marché qui sont détenus désormais par cet oligopole. Donc comment assurer une concurrence et une dynamique des prix dans un contexte de plus en plus oligopolistique, si on peut dire. Je crois que c'est la bonne formule. Que proposeriez-vous pour une meilleure répartition des marges, puisque c'est bien là le sujet de fond. Nous avons mis en place donc, dans la première loi Egalim le seuil de revente à perte plus 10. Et aujourd'hui, certains proposeraient, après avoir créé un plancher, de faire un plafond des marges avec un SRP qui pourrait être, je ne sais pas, un maximum plus 30. Qu'en pensez-vous ? Comment analysez-vous ces propositions? Alors, cette volonté, elle s'appuie notamment sur un certain nombre de constats des acteurs. Alors, vous contesterez certainement les chiffres, mais l'ILEC, par exemple, fait un panier de produits et constate aujourd'hui une différence de 35% entre les prix de vente des industriels aux distributeurs et les prix des distributeurs inscrits en rayon. Quelle est votre analyse sur ces chiffres? Et puis enfin, pour notre information, on n'arrive pas bien à analyser en fait si le SRP plus 10 est appliqué au MDD. Qu'en est-il chez Super U? Est-ce que le SRP plus 10 est appliqué aux marques distributeurs? Voilà. Puis je ne reviendrai pas sur le consommateur. Vous avez beaucoup parlé des consommateurs, parce que je pense que c'est un sujet qui est cher à Daniel, il reviendra dessus. Mais pour nous, les grands consommateurs, finalement, sont les grands gagnants de la guerre des prix aujourd'hui. Et que les maillons qui sont plus en difficulté, effectivement, ce n'est pas ceux des consommateurs qui bénéficient plutôt de la guerre des prix permanente et de plus en plus forte entre vous et vos collègues. Merci. Merci Anne-Catherine Loisy. Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. D'accord. Monsieur le Président, Directeur Général, merci de vos propos. Plusieurs questions ou remarques. La première, depuis effectivement, comme l'a dit notre Présidente, depuis que Egalim a été mis en place, le Sénat a souhaité suivre son application. Et depuis la création d'Egalim, on constate que la ferme France, les IA françaises, perdent pied. C'est-à-dire que tout doucement, elles sont en train de s'éroder au bénéfice d'autres productions venant en dehors de l'Hexagone. Comment expliquer cela et comment y remédier? Deuxième remarque, on constate que de plus en plus de produits
D'ailleurs, vous le dites vous-même, 77% des produits sont produits en France. Mais on se rend compte que le petit logo FR disparaît plus souvent au bénéfice du logo UE. Donc, autre remarque qui pose une question, et c'est un point d'ailleurs que nous avions soulevé au Sénat, sur le fait qu'il ne fallait pas enfermer les agriculteurs, l'agriculture française et les entreprises françaises dans uniquement une politique hexagonale, mais qu'on était dans un marché communautaire. Je voudrais prolonger ce que vient de dire Anne-Catherine, parce qu'effectivement, là encore, les analyses que le Sénat a pu faire, c'est que les prix alimentaires, et notamment vous avez fait beaucoup référence à l'augmentation pandémie sur les prix alimentaires. Et si on les compare aux produits à côté, vous n'êtes pas loin, je suis comme vous, pas très loin de la frontière, eh bien, on se rend compte qu'en Allemagne, les prix ont monté bien plus qu'ils n'ont monté en France en termes de prix alimentaires. Donc, aujourd'hui, quand j'étais jeune, je me souviens, c'était 35% du revenu d'un ménage allait pour l'alimentation. Aujourd'hui, on n'est à même pas 14%. Donc, je veux un peu temporiser vos propos sur le fait qu'il y a des priorités qui ont été faites ailleurs sur le revenu d'un ménage en dehors de l'alimentaire. Donc c'est un vrai sujet aussi, il faut l'aborder. Et puis dernière remarque, ça c'est quelque chose qui nous a surpris, mais hélas les faits sont là, c'est qu'on s'est rendu compte que la grande distribution française était devenue leader en termes de publicité. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt les constructeurs automobiles, ils sont loin derrière vous, enfin les enseignes, et que vous êtes loin, loin, loin devant tout le monde en termes de budget publicitaire. Donc c'est des masses vraiment considérables qui sont englouties au niveau de la publicité. Donc voilà les points que je voulais vous poser. Mais la dernière question... Comment pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui, on puisse négocier quand une entreprise avec laquelle, un distributeur avec lequel vous discutez représente un tiers du marché avec lequel le chiffre d'affaires que vous réalisez? Parce que ça limite vraiment les capacités de discussion. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur le Président, je vous propose de répondre à nos deux rapporteurs. Merci à tous les deux pour vos questions. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, monsieur le sénateur, que vous avez parfaitement raison et que la toile de fond de tout ce sujet qui est extrêmement profonde et que moi j'ai constamment en tête, c'est ce que vous avez décrit. C'est qu'en 1960, la part de dépenses de ménage consacrées à l'alimentaire était de 30%. Et à l'époque, beaucoup d'autres dépenses étaient bien moindres. À date d'aujourd'hui, ces dépenses représentent environ 13-14%, et une autre courbe a exactement croisé de manière strictement à l'opposé, et vous le savez tous ici, c'est le logement. Le logement, l'énergie pour le logement, etc. Et cette contrainte-là, elle est là, elle met une pression considérable sur les Français et explique beaucoup de leur comportement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est notre chapeau à tous qu'il faut avoir en tête. Ils ont cette pression, ils sont obligés de faire des choix par ailleurs. Premier point. Ensuite, je voudrais vous redire par rapport aux négociations et ce que vous avez dit, Madame la sénatrice. Je rappelle que l'organisation des négociations en France est unique au monde. Cet encadrement, et j'en comprends les raisons, bien sûr, on n'arrive pas à s'entendre et vous fixez un cadre, et je ne conteste pas ça, mais je dis simplement que c'est unique au monde. Cette discussion entre le 1er décembre et le 28 février. Et moi, je veux juste vous resensibiliser à un point. Je comprends la contrainte qui nous est mise, et en même temps, comprenez qu'en 3 mois, nous avons en face de nous des centaines d'entreprises à traiter, que par exemple une coopérative comme la nôtre, notre équipe d'acheteurs n'est pas illimitée, et que donc on a un phénomène quand même à un moment de goulot d'étranglement qui fait que la négociation se concentre plus que sur une chose, sur le prix, alors qu'avec nos partenaires, on devrait pouvoir avoir le temps de discuter de beaucoup d'autres choses.
Mais écoutez, on est... Alors certains, vraiment, jouent la montre jusqu'au dernier moment et n'enclenchent la discussion que dans le dernier moment. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Ce qu'on a essayé de faire chez U cette année, c'est de pas s'arrêter dans un rendez-vous de 2 heures, mais de bloquer des journées entières avec certains partenaires qu'on a choisis. Dans 90% des cas, quand on a pris le temps, quand l'équipe était élargie de part et d'autre, qu'on s'est bien expliqué, qu'on s'est mieux compris, on a trouvé un accord gagnant-gagnant pour les deux au bout du compte. Ce que je veux juste dire, c'est que ces 3 mois, je veux dire, n'existent nulle part ailleurs au monde et sont en partie aussi un goulet d'étranglement. Je voudrais ensuite redire qu'il y a 2 niveaux de négociation. Il y a, pour 2/3 des négociations, ce sont les grandes marques, puisqu'elles représentent 2/3 de notre... Allez, un peu moins de 2/3 de notre activité, donc c'est les fameuses négociations annuelles. Mais 1/3 de notre activité, c'est notre marque distributeur, donc chez nous, la marque U. Et celle-là, on peut discuter tout au long de l'année, et ça représente 1/3 de notre activité. Et là, c'est beaucoup plus apaisé. On discute tout au long de l'année, c'est moins tendu, on se revoit régulièrement. La plupart des produits qu'on vend sous notre marque font l'objet de contrats tripartites, qui est le format gagnant pour mettre autour de la table le distributeur, nous, la coopérative agricole et un transformateur. Ces contrats, c'est 3 à 5 ans. C'est une rediscussion du prix annuellement et ça c'est vraiment gagnant. Mais c'est 1/3 de l'activité. Je sais bien, c'est 1/3 de l'activité, mais c'est très inspirant quand même pour l'autre partie. Pourquoi avons-nous quitté la centrale européenne dont nous faisions partie l'année dernière? Pour 2 raisons. La première, une raison sur la forme, la forme relationnelle. C'était difficile à vivre pour nous, donc on n'a pas souhaité y rester sur la forme. On est des gens, on est reconnus pour notre fonctionnement très humain. Voilà, l'humain est important pour nous et donc il était hors de question de travailler dans une mauvaise ambiance. Premier point. Et deuxième point, U est rentré dans cette centrale avec un engagement, et c'était écrit dans notre contrat, de respecter la loi Egalim, bien qu'il y avait une négociation en Europe. Et donc, respect de la date butoir absolument, et respect, de la part de matières premières agricoles. Force est de constater qu'au bout d'un certain temps, nos confrères commerçants indépendants européens, puisqu'on était soit avec des confrères indépendants européens, soit avec des entreprises familiales européennes, EDECA et d'autres, en fait, ne comprennent pas la législation française. Et donc, on était en permanence un peu en contradiction sur ce plan. Et donc, pour ces 2 raisons, on a décidé de sortir parce que U est légaliste, U veut respecter Egalim, U veut pas, ne pas respecter ça. On a été soutien de la loi depuis le début et donc on en est sorti pour être en phase avec ce que nous sommes et avec nous-mêmes. Donc voilà, en toute simplicité. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'autres projets pour l'instant. On a mené notre campagne de négociation tout seul, on l'assume. On a eu des bonnes relations avec plein d'industriels d'ailleurs qui nous ont dit vous êtes franco-français, c'est bien, on vous fait confiance, on joue le jeu de U, on leur apporte de la croissance aussi. U, c'est 4% de croissance l'année dernière. Il n'y a pas de plan de licenciement chez nous. On a embauché 660 personnes rien que dans la logistique, des milliers dans nos magasins l'année dernière. Donc les gens sont intéressés par cette croissance. Donc il y a un chemin différent sans faire partie de ces structures et surtout en respectant le cadre que vous nous fixez et duquel nous, on veut pas sortir. Donc, pour répondre à cette explication-là. Ensuite, monsieur le sénateur, vous avez raison. Il y a un risque majeur actuellement et contre lequel nous, on s'inscrit de manière très forte. Quand il y a une crise inflationniste comme celle-là, la grande tendance ou le grand risque, c'est d'importer de la marchandise de l'étranger à bas coût. Eh bien, sur la marque que nous maîtrisons, la marque U, 1/3 de notre activité, on se refuse à changer nos approvisionnements et on continue à soutenir la marque France. Et dans mes prises de parole publiques ou médiatiques, je dis souvent aux Français, ayez le réflexe origine France. Prenez votre plaquette de beurre, retournez-la et reposez-la si elle est étrangère. La plaquette de beurre U, je le dis, pardon, avec un peu d'enthousiasme, Madame la Présidente, mais la plaquette de beurre U, le jambon U,
ne seront jamais étrangers. Les œufs non plus. Nos yaourts sont faits dans la Meuse et on ne changera pas ça. Aujourd'hui, plein de plaquettes de beurre de marques distributeurs de certains de mes confrères, il y a 4 noms de pays dessus. Pologne, Irlande. Et nous, on se refuse à ça. C'est maintenant qu'il faut soutenir. Et donc, les produits frais à la Marcus sont 100% français, ça, on le maîtrise. On s'est engagé à la demande du gouvernement l'année dernière à apposer le logo Origine Info. Il arrive sur nos premiers produits cette année. On faisait déjà la transparence des origines sur nos produits, mais on le fait avec le logo officiel. Ça démarre maintenant. Ça a 2 vertus, ce logo. 1, c'est transparent pour le client qui est quand même à 80% attentif à l'origine, même s'il ne peut pas toujours se le payer. Et 2, ça nous oblige, nous, constamment à avoir les ingrédients en face des yeux et à dire, ben non, on retravaille cette recette, on veut un ingrédient d'origine française. Donc on est complètement engagé là-dedans et on refuse l'importation. Comment améliorer la rémunération des agriculteurs? Alors tout d'abord, moi, ce que je voudrais dire, je suis présent chaque année comme vous au Salon de l'Agriculture et je trouve qu'il y a eu des effets positifs d'Egalim jusqu'au printemps, je dirais, 2023, clairement. Moi, je me souviens du Salon de l'Agriculture 2023, il n'y avait plus du tout de sujet de revenus. Le sujet s'était déplacé sur les normes. Et finalement, au printemps 2023, on commençait à sentir la gronde agricole sur d'autres sujets que sur le revenu. Puis on a été rattrapé par la crise inflationniste qui a rebattu les cartes et qui a recompliqué les choses. Donc, vous êtes confronté à la discussion de... il y a une échéance le 15 avril, il faut reconduire le SRP plus 10, la limitation de la promo, et puis il y a d'autres discussions sur d'autres limitations de promo. Donc notre position, le SRP plus 10 fait partie intégrante du fonctionnement aujourd'hui de l'activité et est un élément pour moi consubstantiel de l'ensemble d'Egalim. On ne peut pas le remettre en cause. Il est peut-être imparfait, mais il permet aujourd'hui, d'une certaine façon, de limiter quand même une guerre des prix qui est là en partie, mais qui, à mon avis, serait pire s'il n'y avait pas ce dispositif. Ce dispositif, alors, il est parfois difficile à tracer, mais je vous le dis, quand nous, on fait, depuis le début, un panier anti-inflation de 150 produits essentiellement d'origine française à prix coûtant, par exemple, ça finance, par exemple, une partie de ça. On fait 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, origine France, l'essentiel du temps, sauf les agrumes, etc. On ne prend pas de marge sur ces produits. Et ben, le SRP plus 10, quelque part, finance ces produits-là. On ne les achète pas moins cher à l'agriculteur. Il est rémunéré au juste prix, mais on ne prend pas de marge. Le SRP plus 10 finance un peu ça. Et donc, ce SRP plus 10 rentre dans un cadre global qu'il ne faut pas remettre en cause. Remettre en cause le SRP plus 10 serait pour moi casser un élément fondamental d'Egalim. Bien sûr, nous sommes pour la reconduction de la limitation de la promotion sur l'alimentaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'était aussi une bonne disposition. On vit avec et ça se passe bien. Par contre, nous ne sommes pas d'accord avec la limitation de la promotion sur les produits de droguerie, parfumerie, hygiène, qui pour nous n'a rien à voir avec la protection du revenu des agriculteurs, qui a des effets très pervers, et moi mon magasin est au bord de la frontière allemande, on est à 1 km du Rhin, et voilà, vous le savez très bien. Oui, en Allemagne, les produits ont beaucoup augmenté, mais pas la droguerie, parfumerie, hygiène, qui continue à rester moins cher qu'en France, parce qu'il faut savoir que les industriels, particulièrement multinationaux, ont des politiques par pays, et j'ai essayé de me battre contre ça, mais on est face à un mur. Ils vendent moins cher ces produits en Allemagne et plus cher en France. C'est comme ça, ce sont des stratégies industrielles, et donc les Alsaciens courent en Allemagne acheter ces produits que nous vendons très mal. Ce phénomène s'est accentué avec la limitation de la promo parce que c'est pire encore. Et il y a un autre effet pervers. On a poussé les gens, et tous les instituts panélistes le disent, vers des circuits alternatifs comme Action. Action vend beaucoup de droguerie, parfumerie, hygiène,
Mais qu'est-ce qu'ils vendent? Je vous encourage, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, à aller voir ces magasins. Vous l'avez sans doute déjà fait, mais à voir. Ce sont des produits d'importation qui sont souvent en langue étrangère, restiqués avec un autocollant français, puisque la législation dit on n'a pas le droit de vendre avec un texte étranger. Mais les produits sont étrangers. Et les gens courent dans ces magasins pour acheter ces produits d'importation étrangère à prix bas. Ils commencent maintenant même à vendre de l'épicerie. C'est de l'épicerie étrangère, des biscuits fabriqués dans les pays du Nord à des prix. Et on ne voit pas ça. On a des obligations très fortes, on les assume et c'est normal et c'est pour défendre le revenu. Et là, on a des circuits, 800 magasins qui passent au travers et on ne le mesure pas. Ces magasins sont pleins. Ces magasins sont pleins actuellement. On a envoyé les Français là-dessus. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis contre... je serais pour de revenir sur la disposition droguerie, parfumerie, hygiène. Nous serions aussi pour un point qui n'est pas forcément partagé, mais qui, pour moi, améliorerait un point majeur. Nous, on serait pour une négociation de premier niveau entre le monde agricole et les industriels, obligatoire, contrôlable par les services officiels, la DGCCRF qui nous contrôle strictement et régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça rajouterait un élément de transparence. On saurait que quand l'industriel vient nous voir, il a déjà contractualisé avec l'agriculteur ou la coopérative agricole. C'est obligatoire, il viendrait nous voir. Voilà, j'ai négocié, le prix de la matière première est celui-là. Vous n'avez plus le droit de discuter, on ne le discute plus. On aurait dans le cheminement une plus grande clarté. Ça, moi, je pense que ce serait la bonne étape suivante. Car une des difficultés qu'on a actuellement, je vous le redis, et je pense que ce n'était pas l'état d'esprit initial de la loi Egalim, c'est la difficulté de la transparence. Les industriels ont la possibilité de nous faire la transparence à travers 3 options, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les PME, de manière assez majoritaire, choisissent l'option 1 ou 2, et c'est facile du coup de discuter avec elles. À 75%, et même plus cette année, les grandes industriels, les plus grands, et particulièrement les étrangers, choisissent l'option 3, qui est celle du tiers expert qui nous dit « voilà, je vous certifie que ce qui est dit, c'est juste », c'est pas assez de confiance. Et je pense que le président de la République, quand il a lancé ce débat, quand vous avez construit ces lois, il y avait un fort esprit de transparence. Moi, je me souviens de paroles très fortes qui disaient « on avancera s'il y a plus de transparence ». En fait, cette option 3, c'est un inconvénient pour la transparence et celui-là, il faut l'améliorer. Et un tout dernier point pour comment améliorer les choses. Je sais, bon, vous ne serez pas d'accord et je suis un peu minoritaire là-dessus. Moi, je plaide pour un moment, et peut-être qu'un jour on y viendra, je ne suis pas forcément pour tout arrêter au 28 février au soir. Pourquoi ne pas imaginer un peu de souplesse en laissant la possibilité, bien sûr, en obligeant une fin de contractualisation contrôlable par la DGCCRF. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la DGCCRF, quand elle vient nous voir? Elle n'est pas encore passée chez eux cette année. Elle nous demande les contrats et elle vérifie que la date butoir a été respectée, qu'il y a un contrat, etc. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça de manière flottante? C'est-à-dire que permettre à certains acteurs, et j'ai entendu des industriels me dire ben moi, ça pourrait m'intéresser. Ma culture de légumes, je la récupère à l'automne. Moi, de négocier tout de suite après, ça m'intéresserait. Donc, des dates un peu flottantes pour desserrer l'étau de ces 3 mois qui engorgent notre discussion. Ça fait débat, je sais, mais c'est quelque chose que moi, j'évoque depuis longtemps et auquel je crois dur comme fer malgré tout, même si ce n'est sans doute pas la priorité. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer donc à un certain nombre de questions. Si vous le voulez bien, on va les prendre 3 par 3 et vous répondrez à l'issue des 3 prises de parole. Donc on commence avec Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Ma question est soufflée par mes collègues ultramarins. Quelles solutions la coopérative U envisage-t-elle pour répondre aux difficultés d'approvisionnement et aux coûts élevés en Outre-mer? Existe-t-il des mesures particulières mises en place pour soutenir les producteurs ultramarins et favoriser les circuits courts dans ces territoires? Merci Bernard. Jean-Claude Tissot.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, j'avais 2 questions qui ont été abordées. Vous avez répondu partiellement, évidemment, sur les négociations et puis sur SRP, mais je vais continuer quand même. J'ai bien entendu les réponses que vous aviez apportées à propos des centrales d'achat européennes. Vous nous avez expliqué clairement pourquoi vous les avez quittées, mais finalement, moi, je vais transformer ma question. Je vais dire pourquoi vous les aviez rejoints. Parce que c'est en 2022 que vous avez rejoint une centrale d'achat aux Pays-Bas, Everest, une autre en Suisse, EPIC. Et donc, en 2022, la loi Egalim était déjà là et en vigueur. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez rejoint ces 2 structures? Et puis, une deuxième question sur le SRP plus 10. UFC Que Choisir a confirmé ce qu'on sait tous ici, à savoir que la mesure SRP plus 10 n'a eu aucun impact, et vous l'avez dit, mesurable sur l'augmentation des revenus des agriculteurs. Et finalement, la question qui découle de ce constat, c'est à défaut du ruissellement, je vais quand même vous poser ma question, à défaut du ruissellement escompté, la question que l'on peut se poser, c'est très clairement où sont passés les milliards du SRP plus 10. Les pouvoirs publics refusent de donner des chiffres. En atteste... Je continue, Madame la Présidente, ouais. On va peut-être ouvrir, si on arrive des... On ne peut pas ouvrir les rideaux. Bon, ben on va rester pour l'instant dans la pénombre. Oui, Jean-Claude. La difficulté qu'on a, nous, à avoir ces chiffres-là, les pouvoirs publics, encore hier, Stéphane Travers, à l'Assemblée nationale, n'a pas donné les chiffres. Est-ce que vous, grande distribution, en avez-vous à nous donner? Voilà, et ça nous aiderait justement à travailler sur le prochain texte de Egalim 4 ou 5, je ne sais plus où on en est. 4. Merci Jean-Claude. On va essayer de poursuivre notre audition. Donc Philippe Grosvalet, qui se trouve voilà, ici. Si, le micro apparemment marche. Bravo, merci Madame la Présidente, puisque vous avez souligné les origines de Coopérative U. Vous me permettrez de citer Jaurès. C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Alors, Monsieur le Président, entre le pain quotidien d'Auguste Juel et ce qu'est devenu aujourd'hui Coopérative U, est-ce que vous êtes resté fidèle à cette source? Et ma question porte plus spécialement sur un focus sur le bio et le local qui a permis à de nombreux agriculteurs de s'engager dans cette filière spécifique, d'y trouver un revenu décent. Et on connaît aussi, parmi toutes les enseignes, l'attachement que la vôtre a pour le local et le bio. Comment, justement, entre ce que vous décriviez sur le pouvoir d'achat des consommateurs dans vos magasins et le soutien à la filière bio, comment Coopérative U est-il spécifiquement engagé? C'est nettement mieux. Je fais une petite entorse. On va prendre une quatrième question parce qu'elle a aussi un lien avec la question posée par Bernard Buis sur l'outre-mer. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Comme j'avais une question, comme notre collègue Bernard Buis, peut-être que vous pourriez répondre qu'en une seule fois. J'ai été rapporteur de la PPL qui porte sur la vie chère en outre-mer. À cette occasion, j'ai auditionné un certain nombre d'interlocuteurs pendant les périodes d'audition qui sont préalables à la présentation de la PPL. Et il m'a été expliqué que si les prix en outre-mer excédaient d'environ de 40% les prix en hexagone, cela provenait de l'accumulation des marges par les différents intermédiaires dans la chaîne de distribution et de transport pendant toute la période entre le départ du producteur en hexagone jusqu'à l'arrivée du produit en outre-mer. J'ai 1 milliard de questions à vous poser parce que j'ai pas pu poser toutes les questions à un distributeur. J'ai rencontré une société spécialisée en logistique en matière de distribution de denrées alimentaires sous température dirigée, qui m'a indiqué qu'ils assuraient toute la mission de départ producteur hexagone jusqu'à l'arrivée au port en outre-mer. Et il m'a dit qu'il donnait des tarifs individuels avec un prix, et il y avait un acharnement de négociation par les grands groupes qui sont installés en outre-mer sur le prix de la prestation.
je voulais savoir, parce que comme j'ai trop de questions, et je peux demander à mon ami Alain Cadec de se pousser un peu pour que je puisse voir mon interlocuteur. Alain, tu te décales un tout petit peu pour que Evelyne voit Monsieur le Président. Juste, allez. Voilà, très bien. Donc, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'il serait possible que je puisse rencontrer quelqu'un de chez vous qui puisse me faire une fiche normative? Parce qu'on parle de beaucoup de choses et la difficulté, elle est là. Parce que j'ai l'impression, quand on applique des TVA qui sont refacturés et ensuite les accumulations qu'il y a, on arrive même à avoir des marges sur des montants qui constituent également des montants avec des TVA. Donc, est-ce qu'on peut m'établir, et auquel je souhaite participer, une fiche normative des différentes étapes de la logistique, de la distribution, entre le point de départ et le point d'arrivée chez le distributeur en gondole, pour que je puisse me rendre compte où est le problème. Merci. Alors, on fait encore de nouveau une entorse, puisqu'il y a encore une question sur l'outre-mer, et après, on vous laissera répondre, Monsieur le Président, parce que ça fait beaucoup de questions, avec Viviane Artigalas. Oui. Viviane Artigalas, donc je suis membre de la délégation aux Outre-mer et nous menons actuellement une mission aussi sur la vie chère en Outre-mer et nous avons auditionné Viviane, un peu plus fort. Oui, nous avons auditionné le président et le directeur d'exploitation des magasins U en Guyane. Et donc moi, j'ai une question sur votre présence effective dans les Outre-mer, dans les autres départements ou territoires d'Outre-mer, et puis y compris sur les centrales d'achat locales, parce qu'il nous a dit effectivement que lui s'approvisionnait essentiellement dans sa centrale d'achat locale en Guyane. Et ensuite, il nous a parlé aussi de l'importance dans les négociations de prendre en compte, est-ce que vous prenez réellement en compte les spécificités de l'outre-mer dans vos négociations entre les industriels et les distributeurs? Est-ce que ce sujet-là est réellement abordé? Et puis, vous nous avez parlé de 20% de produits locaux globalement dans vos approvisionnements. Est-ce que c'est aussi le cas en outre-mer? Voilà, Monsieur le Président, pour répondre à ces questions. Alors, sur le sujet de l'ultramarin, comment nous travaillons? Nous sommes présents historiquement dans les DROMCOM avec des commerçants indépendants, pas avec des groupes, donc avec des commerçants, des propriétaires de leur site. Alors parfois ils ont 2-3 magasins. En Guyane, il en a un peu plus parce que c'est historique, il a développé, etc. Mais on ne fait pas partie de grands groupes, c'est U, avec des commerçants indépendants qui est présent sur place. On n'a pas des grandes structures comme celles que vous avez dû étudier, j'imagine, et qui ont accès à des enseignes comme d'autres grandes enseignes et qui le positionnent sur place, mais ce sont des grands groupes intégrés. Nous, on est à présent avec des indépendants, premier point. Ensuite, je dirais que les situations sont très différentes d'un territoire à l'autre. Moi, j'ai beaucoup en tête l'exemple, par exemple, de la Réunion. Je voudrais citer cet exemple. Pourquoi? Parce qu'à la Réunion, il y a une très forte production locale de produits locaux, régionaux, qui permettent beaucoup d'alimenter les magasins en se passant des frais de transport, etc. Et ça aide, par exemple, beaucoup plus qu'en Martinique ou en Guadeloupe, où il y a très peu de production locale, où donc il faut faire venir de métropole, enfin de France, donc chez nous du Havre, les marchandises. Et en fait, les marchandises sont plus chères parce qu'elles partent en avion quand c'est du produit frais et que ça a besoin d'être urgent, ou dans des conteneurs, ça coûte. Se rajoute à ça l'octroi de mer localement, les taxes locales qu'on ne peut pas changer, c'est déjà 2 points. Et effectivement, les acteurs du transport, du déchargement, chacun doit vivre et prend un peu sa marge. Donc ce qu'il faut faire, il faut que chacun réduise ses marges au plus juste, ça c'est évident. S'il y a une production locale, c'est mieux parce qu'il y a moins besoin d'importer. Donc promouvoir tout ce qui peut être production locale, c'est une piste importante. Et encore une fois, la Réunion en est quand même un très bel exemple. Et après, on peut mettre en place des dispositifs comme ce qui a aussi encore une fois été fait à la Réunion, c'est-à-dire sur un panier de produits du quotidien, des produits de première nécessité,
un engagement collectif des distributeurs à limiter les prix, ce qui a été fait finalement également en Martinique, etc. C'est une petite piste. Alors après, sur les réalités des négos, puisque vous avez parlé, je pense, avec Yann Du, qui est notre commerçant sur place à la Guyane. Il y a un point que vous pouvez avoir en tête et qui est intéressant. En fait, les grands industriels, quand on négocie à Rungis, à notre siège, et qu'on leur parle des Dromcom, ils nous disent « Oui, mais attendez, moi, la négociation que je fais avec vous ici, je ne peux pas forcément l'appliquer dans ces territoires-là, parce que j'ai des revendeurs sur place avec qui j'ai des contrats et mes propres négociations. » Et ça, c'est une difficulté. Et ça, c'est sûr que ça rajoute un niveau qui est complexe. L'idéal serait absolument que les négociations que nous menons ici puissent s'appliquer jusque dans ces territoires sans la contrainte du niveau du revendeur local. Ça, ce serait l'idéal. C'est une complexité supplémentaire. Voilà. Et donc, dernier point, nos commerçants, pour répondre, encore une fois, ce ne sont pas des groupes, mais ont apporté leur pierre maximale à la discussion qui a chaque fois eu lieu sous l'égide des préfets locaux et en limitant au maximum leur marge, en fait. Hein. C'est ça, il faut que chaque... Mais il y a une accumulation de marge et madame, on va vous fournir effectivement une fiche normative avec une décomposition de prix du point de départ sur notre territoire ici à la livraison dans ces territoires. À la question de pourquoi nous avions rejoint une coopérative, une centrale européenne précédemment. Nous l'avons rejoint précédemment. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler, c'est important dans le fonctionnement, redire qu'il y a deux types de fonctionnement au niveau européen. Il y a un type d'organisation qui existe de longue date et qui faisait finalement pas très débat, c'est les centrales de services. Les centrales de services, c'est quoi ? C'est des distributeurs qui se regroupent au niveau européen pour vendre quoi ? Des données aux industriels, des données sur les tickets de caisse, le comportement des clients qui permettent de mieux comprendre la consommation en France, de mieux comprendre le comportement des clients, donc d'adapter l'innovation, etc. Et ça, vendre les données, c'est quelque chose qui existe partout. Amazon vit sur ces données. Les grands GAFA américains vivent sur leurs données. Donc l'idée pour nous, c'était de nous mettre ensemble à un niveau suffisamment intéressant pour vendre ces données. Et ça ne faisait pas tellement débat. Ça existait depuis de longues années. Ça faisait en tout cas moins débat que le reste. Ce qui s'est rajouté ces dernières années, c'est un deuxième niveau d'organisation européen, sont les vraies centrales d'achat européennes, où là, on essaye de mettre des quantités ensemble pour acheter au niveau européen. Nous, on a pensé qu'on pouvait rejoindre une telle organisation pour améliorer les conditions, tout en disant on va respecter la date butoir, on va respecter la part de matières premières agricoles. Force a été de constater que, en tout cas, là où nous on était, c'était difficile et que pour rester, encore une fois, fidèle à nos engagements, on a préféré en sortir. On a pensé que c'était possible de concilier les deux. Pour nous, ça n'a pas été possible dans cette organisation-là. Je ne veux pas dire pour les autres. Voilà. Donc, distinction sur les deux types d'organisations, un qui existe depuis longtemps et l'autre qui est récent et qui effectivement pose le point de la loi française. Et nous, on a préféré en sortir. Le SRP plus 10 n'a pas d'impact sur le revenu agricole. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je pense que ce SRP plus 10, consubstantiel au fondement de la loi, a quand même permis de bien sanctuariser la part de matières premières agricoles, de ne pas la discuter et a contribué à l'équilibre global, a permis, encore une fois, chez nous, de continuer à acheter des produits frais, notamment au juste prix, sans le discuter, en ne prenant plus de marge pour le vendre de manière accessible aux consommateurs. Et il a contribué à ça. Donc oui, Et le juge de paix, pour moi, il est lequel? C'est que entre avant et aujourd'hui, notre résultat, au final, il n'a pas changé. Sur 100 € dépensés par le consommateur, chez nous, il reste 2 €. Et c'était vrai avant la crise, avant la loi, et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça n'a pas enrichi notre maillon. Ça ne l'a pas enrichi. Et ça, c'est comptable. Nos comptes sont publics, on les dépose tous. Vous y avez accès. Ça ne nous a pas enrichi parce qu'entre-temps,
on a accompagné le consommateur, on a respecté la loi. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et donc, peut-être par rapport aux questions de départ aussi, quand un syndicat d'industriels dit « oui, mais nous, on leur vend à ce prix et ils prennent 35, j'ai même entendu 40% de marge ». Notre marge, avant impact des charges, c'est 24 à 25%. C'est 24 à 25%. Et là-dessus, on paye nos frais de personnel qui sont, allez, 11-12%. Toutes les autres charges, c'est environ 7%, les impôts et taxes, etc. Et donc, 25% moins l'ensemble de nos charges, il reste 2%. C'est ça la réalité de notre métier. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'à moins de 2%, avec les obligations d'investissement qui sont les nôtres, de modernisation, on investit 1 milliard d'euros par an chez U. 600 millions dans les magasins, 400 millions dans la logistique et l'informatique. À moins de 2%, on n'y arrive pas. On n'y arrivera pas à moins de 2%. Ça permet de réinvestir pour tenir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, ça n'a pas enrichi le maillon de la distribution. Sur le bio, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand la crise inflationniste a explosé, les gens, parce que ce sont des produits sensiblement plus chers, parce qu'ils sont achetés plus cher, parce qu'ils coûtent plus cher à produire, immédiatement les ventes se sont effondrées. Elles se sont effondrées dans les circuits spécialisés, elles se sont effondrées chez nous. La difficulté évidemment de ça, et on s'est mobilisé tout de suite, c'est que beaucoup d'agriculteurs s'étaient convertis pour assurer la production qui montait en puissance, et donc il y a eu un choc là-dessus. Donc nous, on a décidé de ne pas désinvestir sur les rayons bio, et donc on a dit à nos troupes, vous gardez vos rayons, il y a une passe difficile, mais il ne faut pas désinvestir, et donc on n'a pas démonté nos rayons bio, on a maintenu l'offre, on a même continué à développer le nombre de produits U. Et derrière ça, le message, et on a beaucoup discuté avec les producteurs de nos porcs bio, de notre lait bio, pour trouver des solutions, et on a tenu le choc. Aujourd'hui, ça redémarre. Dans les circuits spécialisés, ça a déjà redémarré. Chez nous, ça a reprogressé de mémoire de près de 2% l'année dernière, et on a tenu le choc. Et j'étais chez les producteurs bio au Salon de l'Agriculture qui ont souligné effectivement qu'on avait fait partie des gens qui avaient tenu le choc. Donc voilà, ce n'est pas dans les coups durs qu'il faut tirer son soutien, il faut le maintenir, c'est ce qu'on a fait, et ça redémarre, et je pense que ça va être positif. Mais je reconnais qu'à certains moments, des productions bio ont dû être revendues au prix du conventionnel, mais on a essayé de le faire au mieux pour trouver les meilleures solutions d'accompagnement. Et je voudrais revenir sur une question de M. Gremier qui m'a dit « on s'aperçoit que vous êtes parmi les plus gros investisseurs publicitaires en France ». C'est vrai, mais pas nous. U investit moins que sa part de marché. De mémoire, on doit être à 7 ou 8% de ce qu'on appelle part de voix. Dans le marché de la publicité, on parle de part de voix. On est en dessous de notre part de marché parce que nous, on n'a pas trop les moyens. Mais il y a quelques acteurs qui, effectivement, ont investi des sommes considérables, notamment des hard discounters étrangers, dont les sources de financement, c'est l'étranger. Et effectivement, pour nous, c'est ahurissant. Et nous, acteurs français coopératifs, on n'a pas les moyens de suivre cette course. Et elle nous pose un problème. Elle nous pose un problème. Moi, je n'ai pas les moyens de suivre. J'adorerais pouvoir être plus présent avec un spot publicitaire de plus. Je n'en ai pas les moyens. Donc, c'est vrai au global. Mais nous, on n'est pas dans cette course-là, on n'en a pas les moyens. Merci. Donc, nous passons à de nouvelles séries de questions. Jean-Luc Brault. Ton micro, Jean-Luc. Ton micro. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez employé des mots, démocratie, remise en cause, seule enseigne, marge légale. Tout ça, c'est parfait. Ma question est la suivante. Maire pendant 30 ans, de 27 ans, d'une petite commune de 7000 habitants, vous êtes la seule enseigne chez nous. Parce qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait qu'une seule enseigne. Baudin, Montrichard, Comte. D'accord. Aujourd'hui, mon souhait, enfin le souhait de beaucoup d'élus dans le département de Loir-et-Cher, c'est de nous aider à maintenir nos petits commerces dans des communes de 3, 4, 5 000 habitants. Parce que vous faites tout. Vous faites la boulangerie, vous faites la pâtisserie, vous faites les fruits, vous faites les légumes. Et on sent bien que nos petits commerçants, aujourd'hui, quittent nos centres-bourgs. Et je pense qu'une enseigne comme vous, qui avait des valeurs, démocratie, remise en cause, seule enseigne, marge légale, vous pourriez aider les collectivités
Comment, je ne sais pas, mais posez-vous cette question, si vous pouvez aider les collectivités demain matin à maintenir nos petits commerces dans nos centres-bourgs. C'est important pour nous. Merci Jean-Luc. On passe à Gérard Lahellec. Gérard. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président Directeur Général. Merci pour votre engagement et pour votre engagement fédérateur au sein quand même d'une profession qui n'est sûrement pas toujours facile de fédérer. Tout le monde n'ayant pas forcément la même philosophie. Et évidemment, permettez-moi de me féliciter de celle que vous avez présentée. Merci aussi d'avoir pensé à la Ferme France. Je pense que c'est la motivation première qui me conduit à vous interroger ce matin, parce que l'opinion personnelle que je pense depuis 2008, c'est que nous avons nos politiques publiques, notamment depuis la LME, ont porté une attention plus grande vers l'aval que vers l'avant, c'est-à-dire plutôt vers la consommation que vers la production. Ça me semble être le contexte qui s'impose encore à nous aujourd'hui. Alors, sans remettre en cause la LME, ce n'est pas l'objet de notre échange de ce matin, je considère quand même que nous avons collectivement un effort considérable à produire, je dirais, pour sortir notre agriculture de la situation gravissime à laquelle elle est confrontée. Je suis tenté de dire que l'agriculture française est confrontée à un problème existentiel. Je le pense sincèrement. Or, le constat que je fais, c'est que la tension qui s'est exercée sur la production, en l'occurrence sur la Ferme France, n'a pas eu pour effet de régler tous les problèmes non plus côté consommation. Je constate que dans le secteur de la distribution et de la consommation, il y a aussi des problèmes. Il y a des restructurations en cours. Donc, il ne suffit pas de mettre de la pression sur la production pour que la compétitivité derrière soit complètement assurée. Donc, à votre avis, n'y a-t-il pas lieu d'imaginer ou de rechercher en tout cas des rapports nouveaux entre producteurs, industrie et distribution? Je pense que c'est les trois piliers qui définissent un peu les choses. Et puis enfin, je me pose une petite question. J'ai bien entendu votre approche du SRP plus 10, mais personnellement, je me demande vraiment si le SRP plus 10 est fait pour définir un prix de vente. J'ai un petit sujet là-dessus. Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit, mais il constitue quand même la référence. Or, il me semble que le SRP plus 10, il était fait pour plutôt éviter une forme de dumping et mettre en place plutôt une philosophie, plutôt que pour définir un prix de vente. Donc, je m'interroge sur l'usage qui en est fait. Voilà. Merci. Merci Gérard. Et Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Merci pour votre exposé. Je vais reprendre une question qui a été abordée par mon collègue Philippe Grosvalet concernant la bio. Vous l'avez dit, elle redémarre et je m'en satisfais. Par contre, j'aurais une question sur vos marges, les marges brutes. Il y avait une étude de l'UFC Que Choisir qui date déjà de quelques années, mais qui mettait en évidence qu'il y avait une surmarge par rapport sur les produits bio, une surmarge brute, qui venait doubler l'impact de surcoût de la bio. Donc je voudrais savoir quelle marge vous pratiquez-vous sur la bio et est-ce que vous avez une marge plus importante sur la bio comme on le constate encore aujourd'hui bien souvent dans de nombreuses grandes surfaces. Également, vous aviez été épinglé sur le fait que la disponibilité en produits bio chez vous, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas dégarni vos rayons, mais peut-être n'était-il pas très garni à l'origine. Par exemple, sur la pomme ou la tomate, vous étiez dans un quart de vos magasins, il n'y avait pas de disponibilité de ces produits en bio. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Peut-être que ça a évolué et je l'espère. Et sinon, vous m'avez rassuré sur le déréférencement parce que
quand il y a eu la crise du bio, on a constaté que beaucoup de grandes surfaces en ont rabattu très rapidement. Dès qu'il y avait une baisse de vente de 5%, c'était déréférencé. Moi, j'ai connu beaucoup d'agriculteurs qui se sont retrouvés comme ça, agriculteurs qui produisaient directement des yaourts bio, si j'ai un exemple en tête, et qui a été déréférencé pour une petite baisse. Donc forcément, derrière, c'est la chute absolue. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà pour répondre à cette nouvelle série de questions. Tout d'abord, sur le maintien de l'activité commerciale dans les petites communes, je peux vous dire que moi, je le perçois vraiment de manière totalement complémentaire. C'est-à-dire que nous, on a des magasins à taille humaine dans les territoires que vous décrivez, et très souvent, les études économiques qui précèdent nos dossiers d'implantation et dans nos collaborations avec les municipalités, il est souvent établi en fait que le magasin U de proximité est complémentaire, permet de maintenir un peu de monde et d'assurer une circulation qui fait que ça a parfois maintenu le tissu. Donc on travaille souvent comme ça. Et c'est en tout cas l'esprit globalement qui est le nôtre. Hein. Moi je vois par exemple dans ma commune, Fessenheim, au bord du Rhin, petite commune alsacienne, voilà, il y a un boulanger, c'est complémentaire, c'est complémentaire. On n'est pas les très grandes surfaces qui ont complètement attiré et que là, etc. Donc nous, on se voit complémentaires et vraiment, le plus souvent, les dossiers ont été vus comme ça. Et donc, on travaille avec les municipalités. De temps en temps, la solution peut être de venir avec une petite surface. Chez nous, ça s'appelle utile, 300-400 mètres carrés, pour venir encore avec une offre s'il faut, si vraiment il y a plus. Et donc, des collègues qui ont un super U, par exemple, en discussion avec des communautés de communes, des municipalités, ont rajouté un petit point là pour maintenir une attractivité, garder à côté un boucher, parce que dans ces petites surfaces, on ne fait pas de boucherie, on ne fait pas notre pain nous-mêmes, et des choses comme ça. Donc, nous, on se ressent souvent quand même comme complémentaires. Et on est à disposition et à discuter pour trouver des solutions localement, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'endroits. Évidemment, dernier point, le format de proximité est celui qui s'est le plus développé ces derniers temps, parce que voilà, les gens ont eu de nouveau plaisir à acheter localement dans des territoires de proximité et n'ont plus envie de ces grandes surfaces où ils perdent du temps, un quart d'heure jusqu'à aller dans le magasin, etc. Ça n'a plus la cote du tout. Donc, à votre disposition. Alors, donc ça... Alors, des rapports nouveaux, bon, c'est tout le cœur du sujet qu'on a abordé ce matin sur les rapports nouveaux. Donc, moi, j'ai fait quelques propositions ce matin. Moi, je crois vraiment, encore une fois, qu'il faudrait détendre cette période et s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays du monde où il y a un peu plus de liberté, même si j'entends le besoin d'encadrement en France, mais peut-être qu'on pourrait y apporter un peu plus de souplesse pour avoir plus de temps. En tout cas, nous, à notre façon, je le répète, avec l'exemple de ces journées particulières avec certains producteurs, on a trouvé un cadre différent, on a pris du temps, on a trouvé des accords gagnant-gagnant. Donc c'est un exemple qu'en tout cas, on a tiré une bonne leçon cette année et qu'on remultipliera l'année prochaine. Et peut-être qu'on anticipera davantage. Et l'autre idée, évidemment, pour des rapports nouveaux, c'est l'idée de la transparence et de remettre en cause l'option 3. D'ailleurs, une suggestion très forte, saviez-vous que dans la transparence, il n'est pas dans la loi d'obliger l'industriel à dire si sa part de matière première est française ou étrangère. Et ça, si vous retravaillez le texte, il faudrait au moins demander l'obligation de la transparence, est-ce français ou étranger. Et je vous donne un exemple. Dans la discussion chez U, négociation qui a eu lieu récemment, on a eu ce point. Et on dit à l'industriel, monsieur, on ne comprend pas trop votre part de matière première agricole, vous nous demandez plus d'augmentation que vos confrères de la même activité. Je ne citerai pas de nom et je ne veux pas citer l'activité non plus. On va dire c'est confidentiel. Et l'industriel nous répond, mais c'est normal, dans ma part de matière première agricole, il y en a une partie qui vient d'Italie et une partie des Pays-Bas où je paye plus cher qu'en France. Mais c'était incroyable. Il faut
l'obligation de dire si c'est français ou pas. Ça, c'est également une piste. Sur le SRP plus 10 et le prix de vente, nous respectons la loi. Il faut appliquer un plus 10. Donc pour nous, le nouveau prix de vente, il est à SRP plus 10 et on applique le texte, quoi. Hein. Voilà. Sur le bio, je ne suis pas d'accord avec l'étude que vous citez, que j'ai très bien en tête et qu'on avait travaillé. En fait, pourquoi les produits bio sont plus chers? Ils ne sont pas plus chers parce qu'on prend plus de marge dessus. On prend la même marge que sur les autres fruits et légumes, mais ils sont plus chers à l'achat. Forcément, ils sont un peu plus chers à l'achat. Donc, voilà, on prend le même niveau de marge. On n'a pas une politique commerciale où on dit on profite du bio pour prendre plus de marge. Ce n'est pas notre cas. Sur la disponibilité, en fait, la disponibilité s'est développée ces dernières années, et notamment, puisque vous citez la pomme, de fruits et légumes bio frais. Sauf qu'il faut savoir que c'est de loin pas la majorité de nos ventes, que les ventes sont petites et difficiles, et donc tenir une fraîcheur du lundi au samedi, là c'est le simple commerçant qui vous parle, sur ces produits-là dans certains magasins petits, ben, ça n'est pas simple. Et donc il peut arriver une rupture parce qu'à un moment, le commerçant dit ben, je ne vais pas en jeter tous les jours, donc j'en achète moins et peut-être je privilégie la fin de semaine sur le bio que le début de semaine. C'est vraiment purement un raisonnement de ce type-là, parce que les ventes restent faibles. Même chez moi, c'est un magasin de 3000 m² à la campagne, je propose un rayon de fruits et légumes bio, le lundi, le mardi, c'est difficile. C'est des toutes petites ventes, on vend 2 pommes. Vous voyez, donc c'est pas là non plus un choix de dire on ne le propose pas, c'est plus une adaptation à l'offre et à la demande et à la vérité de ça, avec une offre sans doute plus forte en fin de semaine qu'en début de semaine. C'est purement du basique commerçant. Merci. Alors, Fabien Gay. Fabien. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, merci aussi pour vos propos introductifs. Bon, beaucoup de questions ont été posées sur les prix et Galim. Bon, moi, j'essaye de poser 2 questions qui n'ont pas été posées. Une des premières, c'est la question des salaires. Parce que pour le coup, dans la politique d'inflation, la question qui est posée, c'est les consommateurs qui sont aussi des salariés. Et il y a des salariés qui travaillent chez vous, vous l'avez dit, vous embauchez. Mais on sait que dans la grande distribution, les salaires sont complexes. Alors j'ai la grille de salaire chez vous. Elle est quasi semblable à ce qu'on retrouve dans le reste de la grande distribution. On est à 2170 € brut en moyenne. Donc on va me dire c'est bien, sauf qu'évidemment il y a des disparités. On est à 5400 sur les hauts salaires. On a des salaires, je vois, boulanger, chef pâtissier, etc., plutôt bien rémunérés. Mais par contre, on a une grille qui commence autour de 900 €. Et donc là, on le sait, c'est évidemment les caissiers. Les caissières sont vraiment des femmes à temps partiel. Donc la question qui est posée, êtes-vous d'accord d'avoir... Et en plus, pour le coup, je vois qu'il y a des primes, des intéressements et des participations, mais beaucoup sur les hauts salaires. Et vous êtes en général autour de 12 mois et pas à 13 mois. Donc ce qui fait que les petits salaires, mais j'ai envie de dire comme vos concurrents, hein, donc ce n'est pas une attaque contre le groupe Super U, c'est dans l'ensemble de la distribution, mais même vos concurrents reconnaissent qu'on a un problème sur cette question-là, et que du coup, par exemple, depuis la crise Covid, où on avait dit on va faire beaucoup de choses, on voit que ça a peu évolué. Donc est-ce que vous êtes d'accord d'avoir une réflexion large sur une augmentation des bas salaires, notamment dans la grande distribution, et en finir avec un système qui fait que, pour beaucoup qui commencent au plus bas échelle, en plus ce sont des temps partiels, non pas voulus, parce que c'est souvent le débat, subis pour beaucoup. Et ma deuxième question, c'est autour du Nutri-Score. Je voudrais votre avis. Parce qu'on n'en parle jamais. Moi, je le dis, j'ai été assez sidéré, je le dis ici, de la réponse de la ministre de l'Agriculture sur le Nutri-Score, je le dis, qui s'appuie sur la science. La France est restée silencieuse dans la bataille
pour généraliser dans l'Union européenne, alors qu'on a un Nutri-Score qui est reconnu par des milliers de scientifiques. C'est quelque chose qui est porté par Serge Herberg, qui est un scientifique français. De fait, ce ne sera pas généralisé, les lobbies ont gagné. Mais en tout cas, toutes les marques qui l'ont mise, et d'ailleurs je regrette qu'un groupe comme Danone veuille se retirer, notamment sur ces yaourts à boire, mais tous ceux qui l'ont adopté depuis maintenant 7-8 ans montrent une progression de leurs ventes, y compris ceux qui sont classés en D et E. Et donc je pense qu'on a besoin de continuer à mener cette bagarre pour que la science s'impose. Et même un produit E, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter. Ça veut dire qu'il faut le consommer de façon raisonnable, c'est ça la question. Mais en tout cas, on a besoin de faire progresser encore ces questions autour de la nutrition. Donc je voulais votre avis sur ces produits. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que les produits Super U étiquetés le portent? Est-ce que vous avez une attention particulière sur cette question? Voilà. En tout cas, je vous remercie de vos réponses. Merci Fabien. Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. En 2023, j'ai été nommée co-rapporteur d'une mission Santé des femmes au travail, des mots invisibles, dans le cadre de la délégation des droits aux femmes. Alors ce rapport avait fait suite à de nombreuses auditions, visites sur le terrain. On avait fait quelques constats. C'est que 60% des personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques sont des femmes, qu'il y a 3 fois plus de souffrances psychiques chez les femmes et que 20% des femmes avaient subi au moins un fait de violence, que ce soit agression, harcèlement ou violence, dans l'année précédant notre travail. Alors, est-ce que dans vos magasins, des actions de prévention sont mises en place et de l'adaptation des postes de travail? Nous avions, entre autres, visité un magasin concurrent au vôtre qui avait mis des chariots élévateurs pour limiter les charges, le port des charges. Voilà, comment est-ce que vous prenez en compte ces différentes pathologies? Bon, j'ai parlé des troubles musculo-squelettiques, mais aussi de tous les problèmes gynécologiques, que ce soit l'endométriose. On se rend compte maintenant que 10% des femmes en sont atteintes, les grossesses, la PMA et aussi la ménopause, qui est la grande oubliée, la fragmentation du temps de travail, et puis j'ai parlé de ces violences. Est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de recruter et surtout de fidéliser vos salariés, puisque je suppose que comme beaucoup d'entreprises, vous pouvez avoir des problèmes de recrutement. Voilà, merci. Merci. Henri Cabanel. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour vos propos. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de la politique de vos magasins par rapport donc à cette volonté de travailler avec les producteurs locaux. Première question, est-ce que dans votre stratégie, vous allez augmenter donc cette participation des producteurs locaux et est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement par rapport à ça? Deuxième question, je reviendrai sur Egalim bien sûr. Il y a eu des états généraux de l'alimentation en 2017 qui ont débouché donc sur toutes ces lois Egalim et vous avez effectivement dans vos propos donc pointé du doigt les difficultés et notamment donc les difficultés comportementales de certains industriels par rapport donc aux négociations industrielles et distributeurs aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait à un moment donné faire donc une autre réunion pour évaluer ce qui a été fait et de savoir qui c'est qui se comporte plus ou moins bien par rapport donc à la volonté qui avait été donc souhaitée à travers les États généraux de l'alimentation en 2017. Monsieur le Président, si vous voulez bien répondre à cette nouvelle série de questions. Sur la première question des salaires, je défends le travail de notre branche, Franck. Qui est une branche qui a été assez dynamique pendant cette crise inflationniste, qui a à plusieurs reprises retravaillé sa grille dans le dialogue social et qui a couvert une bonne partie de l'inflation dans notre métier. On a une branche assez réactive et c'est assez reconnu dans la discussion. Si vous permettez, contrairement à ce que vous avez dit, notre branche prévoit 13 mois de salaire. Notre branche prévoit 13 mois de salaire. Tous nos salariés
sont rémunérés sur 13 mois. C'est notre convention collective. Il n'y a pas, enfin, en tout cas chez U, je ne savais pas qu'il y avait un doute là-dessus. Chez U, les gens sont payés sur 13 mois, tous. 13 mois plus, selon les entreprises, de la participation, quand vous avez plus de 50 collaborateurs, et le cas échéant de l'intéressement, quand il y a un plan d'intéressement dans le magasin. Donc, on est au-delà des minima, largement. Et moi, un des combats qui me semble à mener en France, c'est déjà, par exemple, que toutes les branches aient un 13e mois de salaire. Nous, ça fait des années qu'on propose le 13e mois de salaire. Pardon de vous couper, mais la priorité, c'est que toutes les branches respectent la loi et soient au-dessus du SMIC. Ce qui n'est pas le cas. C'est la première priorité. C'est que là, déjà, on a déjà un combat. 85% des branches commencent en dessous du SMIC et donc les gens ne sont au SMIC que par des primes, ce qui est un problème d'ailleurs, après pour la retraite. En dehors de savoir si on est pour 60, 64 ou 70 ans. Ce qui n'est pas le cas de... Vous avez raison, monsieur le sénateur, ce n'est pas le cas de notre branche qui respecte aussi le salaire minimum à son premier niveau. Juste quelques éléments complémentaires. Il y a 7, 8 niveaux dans notre grille. Ça démarre au 1, 2, etc. Il y a peu de niveau 1 dans nos magasins. En fait, c'est la période d'arrivée, c'est vraiment le salaire minimum. Très vite, les gens passent au niveau 2, et plus tu as de responsabilité, tu montes, etc. Donc moi, voilà, il y a 13 mois de salaire, participation, intéressement. Les gens travaillent souvent en proximité. On est chez nous dans des ambiances familiales. On a plutôt une bonne ambiance sociale. Et donc, je défends notre branche. Sur le Nutri-Score, je soutiens complètement le Nutri-Score. U le pratique sur ses produits U. On l'a déployé de manière progressive. Il faut savoir que c'est un label qui a obtenu une très forte reconnaissance du public rapidement. Et c'est un label qui change les comportements. Donc sa notoriété, pour moi, est de plus de 50% largement aujourd'hui. Et ça change les comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vend plus de produits AB et on vend moins de produits DE. Et ça a changé notre propre comportement de commerçant. Moi, par exemple, chez U, l'équipe produit U a retravaillé notamment, par exemple, les recettes à destination des enfants pour qu'il n'y ait plus de D ou E, par exemple. Voilà, c'est ce type de raisonnement-là qu'on a fait. Donc, c'est moins de sucre, c'est trouver des solutions pour avoir moins de D. C'est vertueux. Donc moi, je soutiens, moi je suis pour sa généralisation, et c'est scientifique, c'est prouvé, les gens l'ont adopté. Voilà, encore une fois, on fait face à un lobby industriel, je vous assure, beaucoup plus puissant que nous, et je ne le comprends pas, je ne le comprends pas. Madame, sur la souffrance au travail, et jusqu'à la violence, etc., c'est un sujet qui nous est cher. Donc bien sûr, il y a une sensibilité à ça parce qu'on est un métier très manuel et physique. Donc par exemple, ces dernières années, on a une collaboration étroite avec les CRAM sur un programme que vous devez connaître qui s'appelle TMS Pro, qui est un programme très poussé que j'ai d'ailleurs vécu dans ma propre PME, où on analyse vraiment l'ensemble des postes de manière détaillée, les contraintes en relation avec les représentants de la CRAM, et métier par métier, on met en place des plans d'action. Et ces plans d'action passent souvent par la mise en place d'outils, et notamment des tables qui s'élèvent. Il y a de plus en plus dans nos métiers de transpalettes électriques à haute levée qu'on appelle. Donc, par exemple, remplir un rayon de boîte de conserve se fait forcément avec un matériel de ce type-là. Ça permet de monter la palette, la personne n'a plus à se baisser. Donc je pense que par rapport à il y a quelques années en arrière, où peut-être parfois notre métier était fait plus basiquement, je pense qu'on a progressé, et en collaboration avec les CRAM, beaucoup de choses ont pu être faites. À l'autre bout, moi j'ai une cause qui m'est vraiment chère. On a malheureusement, il y a quelques années, donc déjà je rappelle malheureusement, et l'anniversaire est dans quelques jours, que l'attentat de Trèbes, Carcassonne, a eu lieu dans un de nos magasins, où le gendarme Beltrame est mort, et donc on va fêter le 6e anniversaire dans quelques jours.
Et ce drame-là a été un déclencheur chez nous sur tous les aspects de sécurité, etc., de mise en place de soutien psychologique, parce qu'à l'époque, on l'avait éprouvé de manière très, très forte. Et dans la foulée, on avait connu d'autres drames, des assassinats de collaboratrices par des conjoints, donc des drames intrafamiliaux, qui nous ont conduit à mettre en place tout un plan d'action de sensibilisation aux violences intrafamiliales, c'est-à-dire que dans nos magasins, et j'espère qu'aujourd'hui tout le monde est à jour sur cet affichage, il y a un affichage où on invite les gens, les personnes concernées à... Déjà, on leur donne un numéro, le numéro public d'aide, et on les invite aussi à nous solliciter pour trouver des solutions. Et ce dispositif qui a démarré chez U a aujourd'hui été repris par l'ensemble de la fédération, et donc on avance. Voilà, donc ce sont des sujets auxquels on tient. Sur la production locale, alors c'est dans notre ADN depuis toujours d'avoir une forte offre locale et régionale. On est fait comme ça. On est né en Loire-Atlantique où il y avait déjà cet esprit-là et on l'a maintenu aujourd'hui. Et donc selon les territoires, quand vous avez de la production bovine, quand vous avez beaucoup de maraîchers, quand vous avez beaucoup de charcutiers, enfin beaucoup de monde, ça peut monter à 20% de l'activité du magasin. Et je pense dans les territoires comme la Franche-Comté, ça doit monter à 30%. Donc c'est vraiment, et c'est monté très haut pendant le Covid, et il y a une appétence des Français pour ça, et je pense qu'on est l'enseigne qui le propose le plus. Sur Egalim, moi ce que je regrette parfois dans le mode de fonctionnement, et votre question m'y fait penser, c'est vrai qu'il y avait eu un grand coup d'envoi au départ avec une grande concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et après, il y a eu un 2, un 3, on réfléchit aujourd'hui à un 4, mais ça se fait par une commission là, mais pas par une grande discussion. Donc moi, votre idée, peut-être de remettre un moment tout le monde autour de la table, parce que plein des dispositions que vous avez votées sont à titre expérimental. Et d'ailleurs, on doit prolonger régulièrement. Mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment remettre tous les gens autour de la table, en tirer les leçons et pourquoi pas? Moi, ça me semble une idée intéressante. Ça a démarré comme ça, parce que là, chacun est dans son coin, vient vous voir, mais il n'y a pas la grande discussion peut-être de synthèse. Ça me paraît une bonne idée. Merci. Donc, il nous reste 2 questions, Monsieur le Président. Peut-être va-t-on revenir sur l'ultramarin, puisque c'est la présidente de la délégation aux Outre-mer qui souhaite s'exprimer, Micheline Jacques. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Je me pencherai spécifiquement sur mon territoire Saint-Barthélemy. L'enseigne U y est présente et cette enseigne est tributaire d'aléas qui ne sont pas du fait de l'enseigne particulièrement, mais je veux parler des transports. Le mois dernier, les tempêtes sur l'océan ayant ralenti le transport a occasionné l'annulation de l'escale de Saint-Martin, ce qui entraîne aussi des dépassements des dates de péremption lorsque le conteneur arrive à Saint-Barthélemy. Parallèlement, il y a une grosse inquiétude liée à la grève des dockers avec des risques de pénurie importante. Ma question, ce serait sur la régionalisation. Que pensez-vous de la régionalisation des marchés et seriez-vous favorable à vous approvisionner dans la zone géographique proche si l'Union européenne permet de déroger aux normes conformément à l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne? Merci Micheline. Et dernière question, Serge Mérilou. Monsieur le Président, Madame la Présidente, on a beaucoup parlé de la répartition de la valeur dans la filière agroalimentaire. Et donc, comment accueillez-vous l'instauration d'un rémunérascore comme indicateur de transparence sur la répartition de la valeur dans cette filière agroalimentaire? Et quelles difficultés anticipez-vous dans sa mise en œuvre? Voilà une question courte. Voilà. Les 2 dernières questions, Monsieur le Président. Alors, effectivement, une des grandes difficultés dans les DROMCOM et les territoires lointains, ce sont effectivement les aléas de transport qu'on subit en permanence. Par exemple, même la Réunion, qui fait partie d'une grande route maritime régulièrement, est confrontée à ce que vous avez décrit. Les bateaux sont détournés parce qu'il y a un cyclone, une tempête, et on perd des produits, notamment des produits frais, parce qu'on arrive au-delà de la date.
Donc, ensuite, il y a également le sujet de la mobilisation des dockers de manière perlée depuis plusieurs semaines actuellement qui nous pose problème. Ça ralentit le chargement des bateaux, enfin ça perturbe, donc on est embêté par ça. Et je ne parle pas du cyclone à La Réunion qui en plus coupait les voies terrestres, donc c'était très compliqué. Donc on essaie chaque fois de faire au mieux. On est totalement d'accord avec un approvisionnement régional, bien sûr, et en réalité, nos patrons de magasins, et notamment la Guyane, Madame l'a cité tout à l'heure, le font énormément et trouvent des approvisionnements. Donc tout ce qui peut faciliter ces approvisionnements par rapport aux législations, effectivement, je pense que c'est une bonne chose. D'autant plus que, je veux dire, voilà, les populations ont des attentes de consommation souvent différentes, voilà. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc si on peut assouplir les choses, ça me paraît une très très bonne idée. Donc oui, c'est plus de souplesse en fait, plus de souplesse et d'adaptation, en tout cas on essaie de le faire. Sur le Rémunérascore, écoutez, on a regardé le sujet, c'est l'initiative d'un de mes confrères. On a trouvé le sujet complexe à mettre en œuvre. Il n'a été retenu finalement par personne d'autre et ce n'est pas un sujet, même au niveau de la fédération, vous voyez, qui a été repris, extrêmement complexe. Donc nous, on pense qu'il faut plutôt continuer à travailler sur les outils globaux. Je pense à l'Observatoire de la formation des prix et des marges, que nous alimentons de manière transparente chaque année. De mémoire, le médiateur des relations agricoles nous a encore... lors d'une réunion de suivi des négociations, redit qu'il était bien alimenté par la grande distribution. Je pense que c'est ces outils-là qu'il faut continuer à alimenter, suivre la rentabilité des acteurs au global, mais je ne pense pas que ce soit un outil ponctuel comme celui-là, d'affichage qui change profondément les choses. Je vous dis comme je pense. Oui, oui. Voilà. Et par contre, il faut alimenter l'observatoire, en tirer les leçons, peut-être mieux communiquer autour de ça. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, Directeur Général. C'était une audition très intéressante et je l'ai dit dans mon propos liminaire, qui est donc pour nous une source de réflexion précieuse, d'une façon générale, par rapport à nos territoires, mais aussi par rapport aux textes législatifs que nous avons donc à l'agenda, à l'ordre du jour. Bon, rapidement, le SRP+10 et très certainement un véhicule législatif qui, de nouveau, nous fera échanger sur les lois Egalim. En tout cas, merci du temps que vous nous avez consacré et de la précision des réponses que vous avez apportées aux questions posées par nos collègues. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cet échange et à votre disposition sur ces sujets. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Ne partez pas. Il y a juste une